Au Québec, comme à plusieurs endroits à travers le monde, les césariennes sont très répandues. Nombreuses sont les femmes qui souhaitent vivre un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. C'était le cas de Léonie qui avait un très grand désir de vivre un enfantement physiologique à la suite d'une césarienne. Avec son amoureux Moïse, elle nous raconte avec générosité la naissance de son fils à domicile. Oui, tu as bien compris, un accouchement vaginal après césarienne avec des sages-femmes à la maison. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Léonie et Moïse qui viennent nous raconter l'histoire de la naissance de leur deuxième enfant, de leur fils qui d'ailleurs est en train de téter présentement. Donc, si jamais pendant l'épisode vous entendez des petits bruits délicieux, ben c'est lui, c'est Philippe qui est en train de prendre un bon snack. Alors, racontez-moi, deuxième accouchement, donc. Tu te préparais, Léonie, de façon très active et avec beaucoup de désir profond pour vivre un AVAC, un accouchement vaginal après césarienne. Est-ce que tu veux nous faire un peu l'historique des raisons pour lesquelles tu as eu une césarienne pour le premier, pour qu'on puisse comprendre tout ton processus de préparation pour cette fois-ci? Ben moi, il faut dire que j'ai toujours rêvé d'accoucher. Dans la vie, j'ai toujours entendu des histoires positives d'accouchement de la part de ma mère, qui a eu 4 enfants et qui les a eu à domicile dans le temps où c'était pas légal. Donc, pour moi, l'accouchement à domicile, c'était l'option A, là, peu importe qu'est-ce qui se passait. Puis j'étais pas au courant qu'accoucher un siège, c'était pas possible dans certaines régions du Québec. Donc, ça a été vraiment un gros choc quand on s'est rendu compte que notre premier enfant était en siège et qu'il ne se tournait pas malgré la tentative de version. Donc, on avait fait notre deuil avant l'accouchement, mais c'était vraiment pas notre scénario idéal. Une césarienne, j'ai même pas pu entrer en travail. Il n'y a eu aucune alerte qu'il allait naître mon enfant, puis il s'est fait réveiller, là. Donc, même si ça a été quand même une très belle naissance avec une belle équipe, puis vraiment, j'ai été agréablement surpris par les soins à l'hôpital, je restais sur mon idée que la meilleure naissance, c'était à domicile. Pour moi, c'était pas vraiment une question si j'allais vouloir un deuxième césarienne ou un AVAC. Dans ma tête, c'était pas une question qui se posait. C'était sûr que je voulais un accouchement vaginal. J'étais même pas consciente qu'il y avait une possibilité que ça se peut pas. Donc, c'est comme ça que quand je suis tombée enceinte de Philippe, c'était clair pour moi. Déjà, je suis retournée avec les sages-femmes dès le début. Je me suis pas posé la question. Meilleur accompagnement au monde. C'est ça. C'était clair dès le début que je voulais un accouchement vaginal après césarienne. Et là, toi, donc, tu n'avais pas vraiment de doute sur le fait que ça allait se faire au départ, mais j'imagine que pendant ta grossesse, il y a peut-être des gens qui ont réussi à ébranler ta confiance un peu ou ça n'a pas été le cas? Ma confiance était très solide. J'ai un corps avec des hanches larges. Je me suis j'ai toujours été convaincue qu'à cause de ça, c'est sûr que peu importe la taille de mon bébé puis sa position, il allait passer, tu sais. J'ai toujours eu cette croyance-là, même si c'est pas fondé. Ensuite, j'ai toujours eu confiance que mon corps, comme tous les corps de femmes, il est fait pour accoucher. Puis si je donne les conditions idéales, il va accoucher. C'est pas, j'ai pas besoin d'instruments médicaux, de forceps ou de quoi que ce soit. Là, mon bébé va sortir de la façon qu'il a besoin de sortir au moment où il a besoin de sortir. Fait que ça c'était une confiance que j'avais très forte. Ce qui a été plus dur pour moi, j'ai pris beaucoup de poids avec la grossesse de mon premier enfant.
Donc là, je suis arrivée enceinte de mon deuxième enfant avec le surplus de poids de ma première grossesse. Puis la grossophobie médicale est vraiment forte, même chez les sages-femmes. Donc, j'avais l'impression d'être un facteur de risque ambulant, puis d'avoir beaucoup de risques là, de augmenter, de plein d'affaires. Puis là, ben, pour faire plaisir, puis pour calmer les nerfs du personnel soignant, puis m'assurer qu'il soit de mon bord le jour de l'accouchement, ben j'ai accepté plein d'affaires que j'aurais pas faites. Comme en fin de grossesse, là, j'ai fait des TRF, mais c'était vraiment pas pour moi. Moi, je savais que mon bébé il allait bien. Les TRF, c'est des tracés de réactivité fœtale, là. C'est juste un petit monitoring de 20 minutes. Puis des échos de plus là, pour être sûr que sa croissance se faisait bien. Ouais, c'est ça. C'était pas pour toi. Dans le fond, si tu t'étais senti complètement libre, t'aurais refusé ces soins-là. C'est ce que j'entends. Ouais, ça m'a été proposé à cause de mon surpoids, puis c'était vraiment clair dans la façon de le mentionner que c'était à cause du surpoids. Mon bébé avait un risque que le placenta soit insuffisant. Puis là, ben, moi, j'étais pas en tout inquiète que mon placenta était suffisant. Mais je l'ai fait pour eux, pour être sûre que le jour de l'accouchement, s'il allait avoir des petits doutes, des décélérations, quelque chose, ben, eux autres, au moins, ils allaient savoir que, ben, gars, les TRF étaient beaux, les échos étaient belles. C'était pour eux, pour qu'eux autres soient dans mon équipe. Je l'ai fait. Ouais, c'était un compromis, là. Oui. Ouais, je comprends. Moïse, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter par rapport à tout ça? Comme Charlie arrivait de pied, peut-être c'est l'influence de moi parce que j'ai né de pied. Moi aussi, je me présentais en siège, mais j'ai été virée. Voyons donc, que tous les deux vous présentiez en siège. C'est donc. Est-ce que vous êtes les premiers de famille? Non. Et quand nous dit pour le deuxième bébé, nous va essayer à la maison, oui. Nous sommes très sûrs de que nous va avoir le deuxième bébé à la maison. Fait que ce que je comprends de tout ça, Léonie, c'est que tu as eu beaucoup de soutien à travers votre expérience, que vous étiez bien arrimés tous les deux. Tu sais, des fois, il y a des femmes qui veulent, par exemple, donner naissance à la maison, puis les papas sont plus dans la résistance par rapport à ça. Là, vous autres, vous étiez vraiment bien arrimés, là. Ouais, c'est vrai. Au début, quand on a reçu les papiers sur la décision d'AVAC ou pas AVAC, là, moi, j'étais comme, je sais pas pourquoi tu me donnes ces papiers-là, ma décision est déjà prise. Mais je les ai lus quand même, là, pour savoir pourquoi qu'ils me le donnaient. Puis Moïse aussi les a lus. Puis il y a eu des petits moments de doute quand même. En Bolivie, mettons, ils ont plus tendance à faire une deuxième césarienne et tout. Mais moi, il n'était pas question que j'aille une deuxième césarienne. Donc, on a fini par s'entendre. Mais après ça, pour l'endroit de naissance, on était flexible dans le sens que si on a besoin d'aller à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, on va y aller, mais idéalement, notre plan de naissance, c'est à la maison. Je comprends. Et là, tu arrives en fin de grossesse, justement, tu es bien mindée pour un accouchement naturel puis un accouchement vaginal. Et là, ben, on attend. Oui. Premièrement, là, mes 4 dernières semaines de grossesse, je m'étais fait une idée. Je m'imaginais assis dans mon lazy boy avec mes livres à lire 14 livres là, en 2 semaines. Puis finalement, j'arrive à ce point-là. Les 2 premières semaines, la garderie est fermée complètement. Fait que là, passe 2 semaines avec mon grand, épuisé complètement tous les jours. C'était l'enfer pour moi. C'était vraiment pas ce que j'avais imaginé. Puis suite à ça, et là, j'étais rendue à 38 semaines, j'avais toute une liste de choses à faire pour favoriser le mûrissement de mon col, puis le déclenchement de l'accouchement. Il y a rien qui était fait pour provoquer l'accouchement, mais c'était toutes des petites choses pour faire contracter un petit peu, puis préparer mon col. Fait que je mangeais mes dates à tous les jours, je buvais mon framboisier. J'avais de l'homéopathie, j'avais de l'acupuncture, j'allais en hypnothérapie, je faisais des exercices, j'étais sur le ballon tout le temps, puis quand j'étais capable, j'allais marcher, mais le ballon, c'était plus facile pour moi. Du tirelet électrique, je sortais des gouttes le matin par stimulation manuelle de colostrum. Tous les trucs qui existent, on les a essayés. Puis pas juste essayés, là, mais faites religieusement pendant toutes ces semaines-là.
Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Fait qu'arrivé à, je pense que c'est à 39 ou à 40 semaines, j'étais brûlée. J'étais brûlée bien raide. Puis là, je suis tombée sur une toute nouvelle sage-femme qui porte le même nom que moi. Puis qui venait juste de graduer, puis qui me dit « Je pense que ton bébé, il a besoin que tu t'assoies dans ton lazy boy puis que tu lises tes livres. » Ça l'a beaucoup résonné pour moi, ce qu'elle m'a dit, la façon qu'elle me l'a apporté. Fait que j'ai tenté de lâcher prise. J'ai pas lâché prise sur tout. J'ai continué à boire mon framboisier, j'ai continué à prendre l'homéopathie, puis à boire mes 3 litres d'eau, puis etc. Mais avec un léger lâcher-prise au niveau mental, puis j'ai arrêté le tire-lait, j'ai arrêté une couple d'affaires qui me tannaient, là, comme les dates, là, j'étais plus capable. Ça m'a fait le plus grand bien, cette semaine de relaxation puis de détente. C'est sûr, j'avais encore des examens puis des rendez-vous à accomplir. Et j'y allais plus mollo, puis je faisais quasiment rien de ma journée, puis j'ai misé sur les trucs qui étaient comme se reposer, faire de la méditation. C'est là-dessus que j'ai misé. Puis la semaine, quand je suis arrivée à 41 semaines, la veille de mon 41 semaines, la même sage-femme m'appelle un dimanche. Je dis, les sages-femmes, c'est le bonheur. Ça n'a rien à voir avec un suivi médical. Elle m'appelle un dimanche. Salut, qu'est-ce que tu en penses si demain on essaye un déclenchement en maison de naissance? Faut dire que moi j'avais comme prévu un déclenchement hospitalier le jeudi. On était dimanche, donc ça s'en venait. Fait que donc elle te proposait une induction en maison de naissance à 41 semaines. C'est ça. Elle dit, je sais juste pas comment tu files, on s'est pas parlé depuis une semaine vu que tu étais plus relax. Est-ce que tu sens le besoin de faire ça ou t'aimes mieux attendre? J'attendais pas du tout son appel, puis je m'étais pas fait une tête d'avance. Fait que j'ai réfléchi un peu, puis j'ai dit ah oui. Je pense qu'on est rendu là. Je me suis reposée. Là, j'ai de l'énergie, puis je suis prête à donner le tout pour le tout avant d'arriver trop tard jeudi. Fait qu'on est allé à la maison de naissance le lendemain, armés avec nos teintures mères, notre tire-lait électrique. On a apporté toutes les choses qu'on avait déjà. Puis là-bas, ils nous ont donné d'autres teintures mères, puis il y avait le ballon, il y avait tout ce qu'il fallait. On avait une belle chambre qui nous a été prêtée pour la journée. On a passé la journée, j'ai pris des actés à toutes les 15 minutes. Je prenais, on marchait, on faisait une demi-heure de tire-lait sur le ballon, puis après ça, on allait marcher une demi-heure à pas rapide. C'était dur. Une demi-heure, il faisait chaud cette journée-là. Il y a eu, entre-temps, moi, j'étais difficile à piquer pour les sages-femmes. Donc, il y a eu une personne qui est venue consulter à la maison de naissance. Puis là, son chum était infirmier. Puis là, la sage-femme, elle a dit, ça te tente-tu d'installer une IV d'un coup qu'elle se mette à accoucher? J'avais besoin d'un accès veineux, moi, pour le strep B, pour donner des antibiotiques. Fait que là, on a installé mon IV. Il s'est passé plein d'affaires. On a passé toute la journée là, finalement. Puis en fin de journée, j'ai dit à la sage-femme, j'ai dit, j'aimerais ça, tant qu'à y être, mettre un ballonnet pour essayer de faire une force mécanique sur mon col. On l'avait comme déjà fait une couple de semaines avant, puis mon col s'était refermé. Fait que j'ai dit, on va le faire quand même. Ça me fait pas mal de mettre un ballonnet, moi. Fait que. Puis j'avais accepté aussi de prendre de l'huile de ricin, mais j'avais dit, je vais le prendre à la maison. Rendu chez moi pour pas avoir une diarrhée explosive sur l'autoroute. C'est ça. Fait qu'on est revenu à la maison 8h30 du soir, claqué de notre journée, toujours pas de travail qui avait commencé. Et avec l'intention de dormir et de recommencer le lendemain, mais de la maison. Prends ma première huile de ricin à 8h30 en arrivant. Et là, j'avais le droit d'en prendre un autre 2 heures plus tard, mais si je m'endormais, j'étais mieux d'aller dormir. C'est ça qu'elle m'avait dit. Fait que là, vers 10h, on était assis devant la télé, on regardait notre émission. Puis là, je sentais que c'était peut-être des contractions. Mais faut dire que j'avais tellement eu souvent, dans les semaines qui ont précédé, des contractions, qu'à chaque fois, c'était pas ça. Puis c'était souvent le soir. Fait que là, j'osais pas y croire. Mais en même temps, Moïse, il s'en rendait compte que je respirais différemment. Donc, il y avait comme une coche de plus que d'habitude, mais je n'osais pas crier victoire tout de suite.
À 10h30, j'étais toujours réveillée. J'ai pris mon deuxième huile de ricin pour être bien sûre que si c'est ça, ça y va. Puis je suis allée me coucher avec mon sac magique puis mon coussin électrique. J'ai dormi jusqu'à 2h30. À 2h30 du matin, quand je me suis réveillée, là, j'étais plus capable de rester dans le lit. Je me suis levée, là, j'ai dit, je pense que ça commence, mais en tout cas, je vais aller prendre une douche. Je sens que j'ai besoin de prendre une douche. À ce moment-là, quand tu vois que là, probablement que ça y est, ça commence, est-ce que c'est tout le bonheur qui prend la place ou il y a un petit peu de haut secours qui est mélangé? Non, pas du tout d'au secours. J'étais fébrile. OK. J'étais vraiment contente. J'avais le sourire étampé d'en face. C'est sûr que les contractions, c'est pas une sensation qui est agréable, mais j'étais tellement contente de la sentir, c'était l'extase pour moi. Donc non, j'étais vraiment contente. Je suis allée prendre ma douche, puis j'ai tiré sur mon ballonnet pour voir, puis il est tombé. Fait que là, hey, wow. La sage-femme m'avait dit de l'appeler si ça tombait. Fait que je l'ai appelé. Fait que, étant donné que j'étais capable de parler de façon tout à fait normale au téléphone, elle a jugé que c'était pas le temps de venir me rendre visite tout de suite. Puis elle nous a donné les instructions pour la suite, de l'appeler si les contractions augmentaient en intensité, en durée ou en fréquence. J'ai eu des contractions anarchiques dès le début, là. Je sais pas si c'est l'huile de ricin qui fait ça, mais j'avais des contractions, comme 2 contractions collées. Après ça, j'avais 2-3 minutes, pas de contractions. Je dis ça, mais moi, j'ai jamais compté, là. Mais ma mère est passée chercher mon fils, puis elle m'entendait, puis elle a compté mes contractions, puis elle m'a raconté ça. Puis la doula aussi m'a dit que tout le long de l'accouchement, c'était dur de saisir j'étais rendue où dans mon travail en fonction de ma fréquence parce que c'était très, très labile. OK. Ça arrive des fois, tu sais, on s'attend toujours à ce qu'on contracte comme dans les livres, mais moi, j'ai déjà vu des femmes qui sont rendues à 8 centimètres, 9 centimètres, puis qui contractent encore aux 8 minutes, aux 3 minutes, aux 5 minutes, tout de façon vraiment aléatoire. C'est ça. Ben, je pense que c'est un peu ce que j'ai vécu. Fait que j'ai pris ma douche, j'ai appelé la sage-femme, puis j'ai essayé de laisser dormir Maïsette le plus longtemps possible. Mais à 4 heures du matin, là, j'étais comme, OK, non. J'ai envie d'avoir du sport. J'ai envie d'avoir des points de pression, puis j'aurais besoin de m'assurer que la grotte est prête. Là. Donc, on s'était fait une chambre d'accouchement dans le sous-sol parce que la chambre dans le sous-sol, ben, la sage-femme a proposé ça parce que c'était plus facile d'accès pour l'ambulance. Au début, j'étais comme, ben là, c'est pas ma chambre, tu sais. Mais après ça, je me suis comme rendu compte que c'était idéal parce que ça faisait vraiment une grotte. Et en plus, mon lit en fer forgé dans le sous-sol était idéal pour m'accrocher de plein de façons différentes. Fait que là, je me suis mis à visualiser ça. Puis j'aurais pas accouché dans ma chambre en haut, finalement. Puis peut-être que c'était plus sombre, peut-être plus facile. Ouais, on avait mis un rideau de plus, là, mais c'était déjà sombre à la base. Wow. Vraiment idéal. Une très bonne idée. Donc, avant d'aller me réfugier dans ma grotte, on a appelé nos 3 personnes ressources, là, ma mère pour venir s'occuper du grand à 4 heures du matin. Elle était déjà sur le qui-vive parce que je l'avais avisé avant de me coucher que c'était peut-être aujourd'hui. La doula pour qu'elle s'en vienne, puis la sage-femme. Honnêtement, on ne savait pas si c'était le bon moment pour appeler la sage-femme, mais on se disait, il m'avait dit c'est mieux que tu nous appelles trop tôt que trop tard. Fait que, appelle-la. Je le sais pas, je suis rendue où, moi, dans mon accouchement. C'est ça, puis tu sais, dans le fond, c'est une bonne chose parce qu'après, c'est elle, au niveau clinique, qui évalue si c'est le bon temps ou pas. Puis toi, tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Parce que c'est vraiment la bonne chose à faire. C'est ça qu'on a fait. Parce que je pense que Moïse, finalement, il a jamais compté mes contractions. On n'a pas fait ça, nous autres. Fait qu'aussitôt que tout le monde a été appelé, j'ai dit, bon, moi, je m'en vais dans le sous-sol. On se revoit quand j'aurai un bébé d'un bras. Fait que Moïse, lui, il avait toute sa liste de tâches. Il a été vraiment bon. Il avait toute sa liste de tâches. Fallait qu'il sorte l'auto du garage pour au cas où les ambulanciers. Je me souviens plus toutes ces affaires-là. Il y avait des fruits à couper puis du café à préparer pour les sages-femmes. En tout cas, il était primé. Puis moi, ma tâche, c'était juste Léo. Libérer le cerveau mammifère, endormir le cerveau intelligent, puis ouvrir. Fait qu'on était vraiment dans notre opaléo à fond. Puis c'est beaucoup, moi ça c'était beaucoup dans le OP. Puis le A, il s'alternait avec la doula. OPA, pour ceux qui écoutent et qui savent pas c'est quoi. C'est organiser, protéger, puis Accompagner.
Fait que moi, j'étais dans ma grotte dès le début du travail, je dirais. J'ai demandé aux sages-femmes avant l'accouchement de ne savoir à rien. Je voulais pas savoir les chiffres. Je voulais pas connaître mes centimètres, mon effacement. Je voulais pas connaître ma progression. Je leur avais dit, si vous sentez que c'est nécessaire que je le sache parce qu'il y a une décision à prendre, fine. Mais sinon, j'aime mieux pas savoir. Ça va m'aider. Puis même chose pour l'heure. Il y avait aucune façon que je sache l'heure dans le sous-sol, à part en regardant un peu à l'extérieur. Là, je savais si on était le jour ou la nuit. Mais le reste, j'avais aucune idée de quelle heure toute la journée. J'avais mon cellulaire en mode avion qui me servait seulement à mettre la musique. Fait que dès que je suis arrivée dans ma grotte, j'ai mis la musique, j'ai mis la playlist de Paléo, puis je chantais avec la musique. C'était parfait. Dès le début des contractions moins soutenables, j'étais dans le sous-sol et je hommais à quatre pattes. Je pense que j'étais à quatre pattes à terre sur mon tapis de yoga avec mon ballon, les bras sur mon ballon. J'ai eu vaguement conscience de l'arrivée de ma mère. J'ai entendu des voix à un moment donné, sage-femme, doula. Je sais pas quand est-ce qu'ils sont arrivés, mais à un moment donné, j'avais des points de pression plus affirmés. Juste la doula était là. Ils se sont alternés, là, mais c'est pas pareil quand t'as quelqu'un qui fait ça de sa vie, là, des points de pression. J'ai beaucoup apprécié le peigne. Elle m'a apporté un peigne, puis là, je le serrais dans ma main. Ça, c'était très cool. Donc, quand la sage-femme m'a évalué, évidemment, j'ai demandé de pas savoir le résultat de l'évaluation de mon col. Je savais qu'elle finissait son chiffre à 9 heures, donc vers 9 heures. Elle m'a dit, écoute, Léonie, j'ai terminé ma garde. Je te suggérerais de dormir. Là, j'étais comme, OK. Elle dit, t'es super fatiguée. T'as pas beaucoup dormi cette nuit. T'as eu une grosse journée hier. Qu'en penses-tu si tu te couches et tu dors entre les contractions? Puis là, j'étais comme, me semble que c'est contre-productif. J'accoucherai jamais si je fais ça. Mais je te fais confiance. Je vais l'essayer puis je me releverai si je suis pas bien. Fait que je me suis couchée puis comme de fait, les gros ronflements entre chaque contraction, j'étais partie. Chaque contraction, je me réveillais. Puis, il est arrivé des contractions qu'il n'y avait pas de douleur ou de Moïse à côté de moi. Puis, j'ai crié pour avoir quelqu'un. C'est mon seul moyen de m'assurer que quelqu'un revienne rapidement pour me faire ma pression. Aussitôt que la contraction était finie, je me rendormais. J'ai passé une bonne partie de la journée là. Je sais pas combien de temps. À dormir, à somnoler. À un moment donné, j'étais tellement sur les endorphines. J'ai pris la main de ma douleur puis je dis hey, cette contraction-là, je l'ai vue venir. Je voyais des couleurs puis des formes, puis je savais qu'elle s'en venait puis combien de temps qu'elle allait durer. Wow. C'est pas spécial. J'aimerais ça m'en souvenir davantage. C'est elle qui me l'a raconté, mais vraiment, là, c'était de la belle endorphine. Puis, à un moment donné, en après-midi, la sage-femme a été appelée. Ah oui, je m'en souviens, c'est pourquoi qu'on l'a appelé. C'est parce que mon accès intraveineux, finalement, il avait pas marché. Il était plus bon. On avait appelé une amie qui était infirmière, que j'avais comme mis en backup si on avait besoin de me piquer. Puis elle a appelé sur l'heure du midi pour dire OK, là, je peux. Je peux venir. Non, ça n'a pas été où le matériel de l'intraveineuse. Fait que c'est là qu'on a rappelé la sage-femme. C'est pas parce que ça progressait ou quoi que ce soit. On n'avait aucune idée si ça progressait. Mais on a appelé la sage-femme parce que on a besoin de savoir il y a où le matériel pour les intraveineuses. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il devait être l'heure du dîner quand elle est venue me piquer. La sage-femme est revenue. L'autre sage-femme, finalement, la nouvelle de garde. Donc, ça, c'est mes repères temporels. Je me souviens que mon amie était vraiment belle. Quand elle est arrivée puis qu'elle est venue pour me piquer, j'étais « Wow, t'es tellement belle! » Puis elle a ri. Elle trouvait ça drôle. Elle devait faire comme moi. Elle est pas mal, elle me fumait du bon, des bonnes endorphines. Ah ouais, mais elle avait l'air d'un ange là, avec son uniforme, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, la doula, qui était partie faire une sieste, est revenue. J'ai eu un examen par la sage-femme, un toucher vaginal. Puis là, la doula m'a dit « Ça te tente-tu qu'on change de position? » Ah oui, là, j'étais prête, là. Puis j'avais plein d'énergie. J'étais vraiment contente d'avoir pris ce conseil-là de la sage-femme numéro 1. Parce que vraiment, là, au même titre que ma 40e semaine, j'ai eu besoin de me reposer avant de faire le bon. Dans mon accouchement, j'ai eu besoin de cette latence-là de repos sur l'endorphine totale avant de commencer.
à travailler. Le meilleur conseil ever. Fait que je me suis levée, commencé à faire des allers-retours aux toilettes, du ballon. Je sais plus qu'est-ce que j'ai fait dans quel ordre, mais je me suis promenée. J'ai toutes les contractions, on les prenait une à la fois. Ça, c'est que j'ai une chose que j'ai beaucoup aimée de mon expérience dans la vie, dans ma quête spirituelle personnelle, là, j'essaie toujours d'être dans le moment présent, hein, puis de plus apprécier chaque petite chose, puis d'arrêter d'anticiper. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui vient naturellement. Mais je trouve que dans mon accouchement, là, c'était naturel, c'était normal. J'étais dans le moment présent à tout instant. Il y en a eu des petits moments où est-ce que j'étais comme ça achève-tu? Mais vraiment pas beaucoup. Parce que tout le temps, j'étais juste dans cette contraction-là, puis dans cette pause-là. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a donné l'impression, ben, pas l'impression, mais ça m'a confirmé que je l'avais en moi, tu sais, cette capacité-là d'être dans le moment présent. C'est juste que j'ai rarement une aussi grosse décharge d'endorphine puis d'ocytocine, mais je l'ai en moi, tu sais. Ça m'a donné beaucoup confiance. À un moment donné, c'était le 3e et dernier toucher vaginal, j'ai voulu m'en aller prendre une douche. Et je sais pas pourquoi, mais on s'est retrouvés tout seuls, moi puis Moïse, dans la chambre. Ils nous ont laissé un moment tout seuls. Puis ça devait être l'heure d'aller chez Charlie à la garderie, genre, parce que Moïse, il me disait, j'ai besoin de parler à la grand-mère, Charlie va bien, il va rester avec elle ce soir, puis il va dormir chez elle, puis tout va bien. Puis là, j'avais juste besoin de ça pour me mettre à pleurer. Pleurer ma vie. Les deux, on pleurait, je pense. Puis là, tu sais, Charlie, il a comme cette tendance-là à toujours nous dire « Pleure, maman, pleure! » Parce qu'il veut nous voir faire semblant de pleurer. Fait que là, Moïse, il me disait « Pleure, maman, pleure! » Fait que là, je pleurais encore plus. Ça a fait exactement comme tu disais dans les cours, là, une espèce de décharge de plus d'endorphine puis d'ocytocine. Puis là, OK, prochaine étape. Je suis allée prendre ma douche, puis je me souviens que la sage-femme, elle m'a dit, écoute, visualise que tu romps tes os dans la douche. Ce serait vraiment l'endroit idéal. Fait que j'ai fait comme, je peux bien essayer, mais je te garantis rien. Fait que j'ai pas rompu mes os dans la douche. Mais cette douche-là, j'ai eu comme le goût de me laver. Tu sais, les autres douches, j'ai pris 14 douches peut-être dans la journée. Je faisais juste laisser couler l'eau sur mon bas du dos. Mais là, cette fois-là, j'ai eu le goût de me laver les cheveux, puis ça m'a fait vraiment du bien. Après ça, je pense que c'est tout de suite après, je me suis assise à la toilette, on jasait. Puis là, c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait tout d'un coup, il n'y avait pas juste ma sage-femme, ma doula. Il y avait d'autres sages-femmes, il y avait des aides natales. Ça avance mon affaire. Puis là, assise à la toilette, pow! L'éclatement des os, toi. Écoute, c'était parfait. Ta sage-femme t'avait proposé la douche, mais on va se le dire, la toilette. Encore mieux. Et est-ce que tu l'as entendu de l'intérieur, Léonie? Parce que moi, quand j'ai rompu mes membranes, on dirait que j'entendais le son de la rupture à l'intérieur de mes oreilles, à l'intérieur de mon corps. Ah ouais, ben moi, ça a vraiment fait comme une balloune. C'est drôle parce que la journée d'avant, quand on essayait d'insérer le ballonnet, il y a un ballonnet qui a éclaté à l'intérieur de moi. C'est similaire, un peu. Ça ressemblait vraiment beaucoup à une ballonne qui pète pleine d'eau. Et la sage-femme, il y avait une sage-femme, la numéro 2, qui était en haut aux toilettes. La doula est montée pour lui dire « Hey, viens-t'en, là, les os sont crevés. » C'est beau, j'ai entendu. Elle l'avait entendu le bord en bord de la maison. Ça a vraiment été spectaculaire. Juste un petit peu avant, quand elle m'avait dit de visualiser que mes os rompaient, elle avait demandé, ben là, y a-t-il une grosse bulle qui empêche la tête de pousser sur le col, puis ce serait bien de le crever? Elle a dit oui, mais non, pas besoin de le crever. Je fais OK. Mais je m'étais souvenue de ça dans le cours prénatal, que des fois, ça pouvait être avantageux de le crever rendu là. Fait que je suis comme, on devrait-tu le crever? Non, elle me dit, t'as vraiment pas besoin. Fait que ça crevait tout seul. Puis là, petite parenthèse, tout le long de l'accouchement, va savoir pourquoi j'avais beaucoup de difficultés à uriner. Pas le classique, je sens pas que j'ai envie, donc il sort rien. Moi, c'était plus, j'ai vraiment envie, je sais que ma vessie est pleine, mais je suis pas capable de sortir. Rien. Dès le matin, avec la sage-femme du matin, elle m'avait fait un petit cathétérisme parce que j'étais à ce point-là inconfortable. Puis finalement, il avait juste sorti 100 millilitres. Concentré.
J'étais comme, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais en après-midi, avec les contractions qui devenaient plus fortes, j'avais des spasmes vésicaux. Puis là, c'était comme, chaque spasme vésical, il sortait plein de pipi. C'était incontrôlable. Donc, après ma rupture des os, j'ai eu une première poussée réflexe vraiment forte. Mais la première chose que j'ai pensé, c'est bon, un autre spasme vésical. Parce qu'évidemment, il est sorti un peu de pipi en même temps que ma poussée. Fait que là, j'ai demandé à la sage-femme, c'est ça, la poussée réflexe? Elle a dit, il n'y a pas de... Je pense que tu es le meilleur exemple textbook de qu'est-ce que c'est la poussée réflexe. C'est vraiment impressionnant pour ceux qui connaissent pas ça. C'est comme s'il y avait une force qui s'empare de toi. Ça pousse tout seul. Tu sais, j'essayais d'en parler avec des filles qui l'ont pas vécu, mais qui ont accouché, tu sais. Ils étaient comme, oui, moi, j'ai senti que ça poussait. Non, non, non. C'est pas la même chose, c'est sûr. Ça pousse. Puis c'est pas j'ai senti, je l'ai subi, là. Ça pousse. Puis il y avait un son qui sortait de ma gorge que je pense que ça venait des hommes de Cro-Magnon. C'était vraiment impressionnant. J'avais mal à la gorge le lendemain. Puis ça, c'est quelque chose qu'on nous dit pas de l'accouchement, que tu vas avoir mal à la gorge le lendemain. Bref, que j'ai fait quelques contractions de poussée réflexe sur la bolle. Puis il y a quelqu'un qui m'a gentiment invité à aller retourner vers la chambre. On est retourné vers la chambre. Première position qu'on a essayé, c'était à quatre pattes, à la tête du lit, accrocher ses barreaux / sur le ballon, là, selon mon confort, selon les contractions. À chaque contraction, tu as comme 3-4 bonnes poussées réflexes. Tu contrôles pas, là. Tu peux pas dire je vais pousser plus fort ou je vais essayer de... Non, ça... Il y a rien que tu peux contrôler là-dedans. Puis à un moment donné, les sages-femmes ont été inquiètes parce que le cœur du bébé décélérait. Il était coincé en arrière de ma symphyse pubienne. Ils m'ont dit, Léonie, on va te faire coucher sur le dos pour la suite. J'étais comme, je comprends pas. Si je veux que mon bébé descende, il faudrait que je reste verticale. Surtout s'il décélère. Là, non, on veut faire un examen, puis après ça, on va pouvoir changer de position. Ah, OK. Fait que là, j'ai été sur le dos pas longtemps. Je sais pas combien de temps. Après ça, ils m'ont mis sur le côté. J'étais vraiment pas bien, moi, sur le côté. Au début, là, c'est exactement comme je m'étais imaginé. Quand je m'imaginais sur le côté, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver avec la jambe sur le dessus? Elle va être tellement inconfortable, puis comme de fait, super inconfortable, jusqu'à ce que ma sage-femme, qui était géniale, dise, mais pourquoi tu prends pas ta jambe puis tu la ramènes vers toi en squat à chaque contraction? Fait que c'est ce que j'ai fait, puis là, je me sentais beaucoup plus en puissance, puis capable de pousser. Ceci dit, comme je disais, pas moi qui pousse, mais je me sentais que c'était plus effectif. Jusqu'à ce qu'une voix merveilleuse dise, est-ce que tu veux te verticaliser, Léonie? Oui! Enfin! Je t'aurais jamais vu quelqu'un sortir du lit aussi vite que moi. Je me suis garochée, j'étais allée m'installer au pied du lit, puis là, c'était mon rêve. Là. Moi, dans ma tête, accoucher, j'allais squatter. C'était ma position de rêve et j'ai réussi à accoucher en position de squat. Donc, à chaque contraction, je descendais en squat. Je restais pas en squat entre les contractions, là. Je remontais pour me reposer un peu. Mais à chaque contraction, je descendais, puis j'étais super attentive à ce moment-là aux sensations. Parce qu'encore une fois, comme au début du travail puis de l'accouchement, j'étais excitée de sentir. Je savais que ça pouvait faire mal, mais j'avais pas peur. J'étais juste excitée de sentir qu'est-ce qui allait se passer. Je voulais sentir, tu sais, la pression sur le rectum. Je voulais sentir toutes les étapes que j'avais appris dans les cours. Donc, j'ai effectivement senti la selle passer. est tombé sur la main de la sage-femme selon mes cesse. Après ça, j'attendais, je voulais donc sentir le cercle de feu, j'étais là, je vais le sentir, puis après ça, ils vont me dire pousse pas, puis là, je me disais comment je vais faire pour pas pousser, parce que ça pousse, pas moi qui pousse. Puis finalement, je pense que c'est à cause de la décélération, puis le fait que ça faisait déjà 2 heures que je poussais, quand j'ai senti, hey, ça brûle, contraction suivante, ça a été la tête est née. Je suis comme, je l'ai même pas senti passer. J'ai juste senti la brûlure 2 secondes, là. Puis après ça, la tête était née. Puis j'étais comme, c'est sûr que tu me niaises, je l'ai pas senti. Puis 2 secondes après, le corps est né, là. Ça, c'était une pinotte. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est comme un premier bébé. Bon, c'est un deuxième, mais c'est quand même le premier qui passe dans ton vagin puis qui passe au niveau de ta vulve.
que ça a été rapide pour un premier bébé, entre guillemets. Ça a été rapide une fois qu'il a passé la symphyse, là, vraiment. En fait, c'est la symphyse le problème. Parce qu'il a descendu vite, il a bloqué là pendant 1 heure et demie, puis après ça, il a descendu vite. Je vous mettrai là sur la page du podcast, je vous mettrai des images pour illustrer ce que Léonie vous raconte, pour que vous puissiez voir, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui savent pas trop la symphyse, c'est où, mais c'est une intersection au niveau de ton bassin, en avant de ton bassin, puis que donc, si tu te poses des questions, tu pourras aller sur la page du podcast, ça, je vous ferai un petit dessin là, pour illustrer ça. Donc, Philippe est arrivé à 9h24 le soir, super toute rose. Je le trouvais rose. Moi, c'est Moïse en plus qui l'a reçu. Et comment ça s'est passé? Parce que là, je te vois, Léonie, accroupie, puis que Moïse, quand t'es arrivé, ça a dû quand même se faire assez rapidement. Est-ce que tu as eu peur d'échapper ton bébé? Est-ce que ça t'a stressé ou ça a été juste comme naturel? Non, c'est naturel. Et me dit la sage-femme, est-ce que tu aimerais de recevoir le bébé? Oui, oui, c'est mon bébé. Parce que la sage-femme, c'est derrière de Léonie, je me donnais devant, me donnait la tête et directement tout le corps sortait. Bah! Et là, donc, Léonie, tu as pris ton fils. Est-ce que vous saviez que c'était un garçon déjà? On savait pas, puis on avait demandé. On avait été bien déçus à Charlie parce que c'était un bébé surprise aussi. Moi, je m'attendais à ce que il allait sortir de mon ventre puis il allait faire c'est un garçon. Puis j'étais bien déçue parce que il nous disait rien. Ils l'ont sorti, puis là ils l'ont emmené à la table, là ils ont appelé papa, puis là regarde maman. Mais je vois rien là, la table est en arrière de moi à l'autre bout, moi je suis couchée sur le dos. Fait que j'essayais de voir, mais de loin, là, des testicules ou une vulve enflée de bébé nouveau-né, ça se ressemble. Fait que je voyais rien. J'ai dit, ben là, dis-moi, c'est quoi? Fait que pour Felipe, on l'a écrit sur le plan de naissance. Peu importe comment qu'il naît, là, je veux que quelqu'un crie haut et fort, c'est un garçon, c'est une fille. Puis on l'a répété vraiment souvent, puis à la douleur, puis tout. Donc, quand on a finalement découvert, c'est ça, nous autres, c'est pas notre priorité, là, j'étais toute wobbly les jambes, puis j'essayais de me rendre à m'asseoir, puis j'avais le bébé dans les bras, puis je shakeais. Et quand on s'est finalement dit, hey, c'est un gars ou une fille? On regarde, c'est un garçon, puis la douleur, c'est un garçon! C'était tellement parfait, là. Quand tu dis que tes souhaits sont respectés, là, c'était vraiment merveilleux. Et là, ben, tu te retrouves avec un tout petit bébé naissant. Ton AVAC est complété à domicile. Oui, je capotais. J'ai encore le sourire étampé d'en face. Je fais juste ça, compter mon accouchement à tout le monde. Quand j'arrêterais les personnes dans la rue pour leur gronder. C'est sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ta situation, qui rêvent de vivre un AVAC et qui vont subir beaucoup de pression parce que, écoute, c'est quelque chose, là, se préparer pour un accouchement vaginal après césarienne. Toi, tu as eu la chance d'être avec des sages-femmes. Ça a diminué un peu le niveau d'anxiété qu'on t'a garoché, j'ai envie de dire ça, pendant la grossesse. Souvent, les femmes vivent beaucoup de transmission de peur. Même si elles se préparent pour un accouchement, imagine, à l'hôpital, toi, tu étais à domicile, qu'on s'entend que c'est une autre étape. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes sisters là, qui veulent vivre cette expérience-là comme tu viens de le faire? Que tous les accouchements, tous les bébés se présentent de façon différente, que le bébé va naître de la façon qu'il veut naître. C'est déjà écrit d'avance. Lui, il le sait. Comme il connaît ses parents, il connaît sa fratrie. Il connaît sa façon qu'il va naître, puis lui est d'accord avec ça. Donc, c'est pas parce que tu as eu un premier accouchement qui a été différemment de ce que tu voulais, puis qui finalement été en césarienne, que les suivants vont être une césarienne, puis tu as vraiment la chance de vivre un accouchement spectaculaire, même si tu as vécu une césarienne. Tout le long de ma grossesse, j'étais profondément irritée par la façon de nommer tentative d'AVAC. On va tenter un AVAC. Ah, ça me faisait dresser le poil sur les bras parce que y a personne qui dit « Ah, on va tenter un accouchement vaginal ». Non. Pourquoi on tente un AVAC alors? Il y a rien qui dit que ça va pas marcher. Ça mérite au plus haut point ce mot-là tentative. Donc, à chaque fois que quelqu'un me disait on va tenter l'AVAC, j'étais comme non, on va faire un AVAC. Point.
Même, on pourrait juste dire que c'est un accouchement vaginal. Ouais, là, j'ai une cicatrice, là, mais ça change rien au fait que cet accouchement-là va être exceptionnel. Faut avoir confiance. Le corps est fait pour accoucher. Bébé est fait pour naître. Quand on a confiance, les choses se passent bien. C'est vraiment quand on a peur que c'est plus difficile. Toi, tu avais la chance d'avoir cette confiance-là qui a été transmise par ta maman à travers, depuis que tu es tout petite, que tu te fais raconter des accouchements qui sont extraordinaires. Mais c'est vrai que pour certains d'entre nous, c'est plus difficile parce qu'on arrive pour l'accouchement avec plus de transmission de peur. Parmi toutes les choses, parce que tu en as fait des choses là, pour te préparer à l'accouchement, est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement aidantes pour toi avec le recul? La meilleure partie, ça a été de lâcher prise. Même si c'était très dur, je demeurais vigilante à chaque contraction que je ressentais. Puis, j'aimerais ça démystifier. Là, le monde dit tout le temps, quand ça va être le temps, tu vas le savoir. Là. Quand ça va être tes contractions, tu vas le savoir. Mais il y a vraiment beaucoup de contractions avant que ce soit celles, que c'est les bonnes. Il y a vraiment beaucoup de fausses alertes qui sont, je leur enlève rien là, c'est sûr qu'ils font du travail puis qui font avancer le col et tout. Puis même s'il n'y a pas d'effet physique là, ça fait quelque chose. Mais mentalement là, c'est vraiment dur sur le moral de toujours se demander c'est-tu là, c'est-tu là, c'est-tu ça, c'est-tu ça. Donc je sais pas s'il y a des choses que je faisais qui me provoquaient que j'avais plus de contractions qu'habituais jamais. Mes contractions n'ont jamais été douloureuses avant l'accouchement pour de vrai. C'est vrai que quand l'accouchement a commencé, je l'ai su que c'était pas pareil comme les autres contractions. Mais c'est vraiment chiant de se faire dire ça quand tu es encore enceinte puis que tu sais pas encore le bon moment. Ouais. Est-ce que c'était chiant parce que tu doutais? Y a-t-il une partie de toi qui se disait d'un coup, je m'en rends pas compte? Non. J'avais hâte d'accoucher. J'avais la fébrilité de dire, faut vraiment que j'accouche parce que j'ai pas envie d'avoir une induction avec les hormones puis tout ce que ça implique, notamment le fait de pas accoucher avec mes sages-femmes. Tu sais. Moi, ce qui me faisait le plus peur, tu sais, j'ai rien contre la médecine. Je trouve que la médecine est là pour quand ça va pas bien. Tu sais. Ils sont là pour les accouchements qui ne sont pas physiologiques. Mais comme j'avais un bébé en santé dans mon ventre, ça me faisait pas de sens pour moi de faire un accouchement juste à cause de facteurs de risque de mon poids puis de le fait que j'étais rendue avancée dans ma grossesse puis que mon bébé était supposément gros. Ça faisait pas de sens pour moi puis j'allais un peu de reculons là, si je m'en allais jusqu'au jeudi, mon induction. Donc, j'étais vraiment contente quand ça a commencé. Mm-hmm. Oui, puis ce que j'entends, c'est que ta hâte n'était pas en lien avec le fait que tu étais tannée d'être enceinte. C'est en lien avec le contexte, on va dire politique, entre guillemets, qui faisait que fallait que ça se passe pour éviter l'induction et compagnie. Ouais. Mais à un moment donné, il y a la même sage-femme qui m'a fait lâcher prise. Là, elle a vraiment été bonne avec moi. Elle a trouvé des façons de me faire apaiser. J'étais convaincue qu'à 42 semaines, ils m'abandonnaient les sages-femmes, puis là, j'avais pas le droit d'accoucher à la maison, j'avais pas le droit d'accoucher avec les sages-femmes. Tu sais. À un moment donné, je sais pas pourquoi j'avais pas posé ma question avant. En fait, je pense que c'est elle-même qui a dit, tu penses-tu qu'à 42 semaines, on t'abandonne? Tu sais, carrément. J'ai dit, ben oui, c'est exactement ce que je pense. Elle dit, mais non. Elle dit, à 42 semaines, ce qu'on est obligé de faire, c'est une consultation en gynéco. Puis là, les gynécos, ils vont dire qu'il faut que tu sois induite le jour même, tu sais. Ils vont toujours dire ça. Puis ils vont faire des examens. Fait que nous autres, on va avoir ces résultats d'examen-là, puis on va pouvoir dire en équipe, on est à l'aise de continuer avec toi, puis de te faire attendre jusqu'à 43 semaines s'il faut, ou telle chose fait en sorte qu'on n'est plus à l'aise. Fait que c'était pas automatique. Puis là, ça m'a fait baisser ma pression. Là, j'ai comme fait, OK. Fait que là, tu me dis que je pourrais ne pas aller à mon induction de jeudi, puis attendre. Puis là, elle m'avait dit, ben oui, il n'y en a pas de problème. Puis là, je suis comme, OK. Mais tout le long de la grossesse, je me suis fait parler d'induction à cause de mon poids, puis à cause que ma mère avait accouché. Moi, je suis née à 43 semaines. Et il y a plein de fois où ma doula était comme, tu sais, jusqu'où vous êtes prêt à aller? Tu sais, à quel point tu as besoin des sages-femmes et tout. Là, nous autres, c'était clair, par contre, que on n'allait pas accoucher à la maison cowboy avec personne. Mm-hmm. Vous n'alliez pas faire un accouchement non assisté, ça, c'était clair. Non assisté, là, non. Tu sais, dans les mêmes semaines que moi, j'étais à terme, il y avait une autre fille qui était à terme, pas loin.
Les sages-femmes me disait, là, parce qu'il était comme, ah, vous êtes deux. Fait que là, ça se peut que ce soit pas moi, ça va être l'autre qui vienne parce que vous êtes deux en même temps. C'est sûr qu'on aille à la maison de naissance parce que vous êtes deux. Puis finalement, fait que moi, je prenais tout le temps des nouvelles de la fille. Je sais pas c'est qui, mais je savais qu'il y avait une autre fille qui allait accoucher bientôt. Puis finalement, ma sage-femme, elle me dit, ah ben, elle nous a pas appelé. Finalement, elle a accouché seule. J'ai dit, ah ouais, un cowboy. J'ai dit, il y en a qui sont encore plus courageux que nous. Ouais, ou c'était peut-être écoute, je connais pas cette femme-là, mais c'était peut-être de l'intuition. Il y a peut-être, ou c'est peut-être aller trop vite. Ou, tu sais, des fois, il y a d'autres raisons aussi qui font que les accouchements se déroulent de façon non assistée, là. C'est extraordinaire. En tout cas, quelle belle histoire. Vous allez être sur votre nuage pendant encore une couple de semaines, une couple de mois. Je pense que oui. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Qu'en terminant, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter par rapport aux choses que tu aimerais partager? Ben, je sais pas si c'est tout le monde comme ça, mais moi, en tout cas, ils ont essayé de me faire de la poussée dirigée quand ils me mettent leurs doigts là, physiquement au niveau du périnée. Puis ils essayaient de me donner des indications verbales aussi, tu sais, pour m'aider à pousser. Puis honnêtement, à chaque fois, j'essayais là, de suivre ce qu'ils me disaient, mais en même temps, c'est pas moi qui contrôlais, je comprenais pas. Fait que ça a été la partie que je me suis fâchée. À un moment donné, là, j'étais fâchée que ça sorte pas, que ça marche pas, parce que là, vu qu'ils me disaient des indications, ça me donnait l'impression que ça allait pas assez vite, tu sais, qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, que je le faisais pas comme ça. Mais j'avais beau essayer, je pouvais rien changer, là. Ça pousse comme ça pousse, puis moi, quasiment un témoin, là, de ça. Donc, la poussée réflexe, c'est merveilleux. Je le souhaite à tout le monde. Et une autre chose que je voudrais rajouter, c'est la déchirure. Moi, tu sais, comme je te disais tantôt, j'ai poussé, puis mon bébé est sorti d'un coup. Fait que là, tout de suite, je pensais à toi, puis je dis, hey, mon périnée. Mais j'ai pas eu mal. J'avais pas mal du tout. Fait que si ça peut en rassurer quelques-unes, là, c'est pas sur le coup que ça fait mal. C'est tellement vrai. Puis tu sais, aux accouchements, les femmes demandent toujours est-ce que j'ai déchiré? Est-ce que j'ai déchiré? Qu'on ait déchiré ou pas, on le sait pas. On le sait vraiment pas. On le sait vraiment pas. On n'a aucune idée. Je sais qu'il y a plein de personnes qui décrivent que la sortie de l'enfant, ça fait mal, puis ça brûle, puis da. J'ai pas senti ça, mais j'ai pas senti la déchirure non plus. J'ai vraiment pas senti de douleur. Je trouve qu'à partir du moment que les contractions se sont transformées en poussée réflexe, le challenge, c'était vraiment plus de gérer la douleur. C'était rendu de pousser, vivre chaque poussée, puis de reprendre des forces entre les contractions pour pousser encore. Parce que même si tu pousses pas volontairement, ton corps, il dépense une quantité phénoménale d'énergie pour pousser. Fait que la contraction, juste avant que Philippe sorte, j'ai regardé ma cesse puis j'ai dit, hey, je veux un chocolat. Je savais que j'avais mon tiroir à snack. J'avais mon tiroir à snack, moi, à côté du lit, dans la chambre d'accouchement. Tous les snacks qui étaient pas réfrigérés étaient là. Fait que je savais que j'avais une grosse, tu sais, des grosses barres de chocolat de chez Maxi. Je veux un chocolat Maïsès. Fait qu'il m'a apporté un chocolat, puis il s'est mis à distribuer des chocolats à toutes les sages-femmes, tout le monde qui avait dans la pièce. Fait que j'ai mangé mon chocolat, puis évidemment, tout après, j'avais full soif, bu full d'eau. Mais je pense que c'est le chocolat qui a appelé Philippe, puis il est sorti tout de suite après. C'est drôle. Que ça va le suivre. Il va avoir un amour du chocolat qui va être automatique pour sa vie entière. Merci beaucoup pour ce beau partage rempli de courage, d'inspiration. Je vous embrasse très, très fort. Merci, merci, merci pour votre témoignage et votre confiance. Merci pour l'espace. Dans le courant de l'épisode, Léonie nous a parlé de Opa et de Léo, d'une façon d'entrevoir le partage des rôles entre la femme qui donne naissance et les gens qui sont autour d'elle. Je n'ai pas voulu interrompre son fil conducteur, donc si tu te poses des questions en lien avec ça, je t'invite simplement à aller écouter l'épisode numéro 6, dans lequel je te parle de la naissance de mon premier fils et dans lequel aussi je t'explique les différents rôles, donc le Opa et le Léo,
pour favoriser le plus possible la physiologie de l'accouchement. Comme promis aussi, je t'ai mis dans la page de l'épisode des dessins pour t'illustrer où se trouve la symphyse pubienne dont Léonie te parlait pendant l'épisode. Alors la symphyse effectivement est un des derniers obstacles que le bébé rencontre pendant sa naissance et pour certaines d'entre nous, c'est un petit défi supplémentaire alors que pour d'autres, ça passe complètement inaperçu. Il y a aussi l'élément que la symphyse pubienne peut être un endroit où les douleurs vont apparaître pendant la grossesse. Donc, je t'invite à aller dans la page de l'épisode pour voir toutes les informations que je t'ai mises en lien avec cette place spéciale-là dans ton corps qui est juste en avant de ton bassin. J'espère que tu as aimé l'épisode. Je te souhaite une magnifique semaine. Si tu as envie d'écouter les 11 clés pour une naissance facilitée, je te rappelle que cette préparation virtuelle à la naissance que j'ai créée est présentement disponible gratuitement. Tu peux y avoir accès dès maintenant et commencer ton écoute. Je te mets le lien dans les commentaires en lien avec cet épisode. Je te souhaite d'ici là une magnifique semaine et je te retrouve lundi prochain.